Bonsoir, il est 19 h sur Radio Campus Paris, c'est l'heure de l'atelier radiophonique de Cédric. Je vais te dire ce qu'il te faut, c'est un manager. Qui c'est? C'est le type de la maison de disque. Non, non, le producteur doit rester dans l'ombre. Vous êtes comme le jardinier qui cultive les plantes fragiles, comme le petit arbre crottin qui réchauffe les jeunes pousses. Et moi, je suis la plante grimpante qui va s'élancer vers le ciel. Les coulisses, hein, au fond du couloir, à gauche. L'atelier radiophonique de Cédric, de 19 h à 20 h sur Radio Campus Paris. Bonsoir, bienvenue à tous dans l'atelier radiophonique de Cédric sur Radio Campus Paris. Je suis Cédric et un dimanche par mois, pendant 1 heure, nous recevons des professionnels du monde de la musique pour aborder des thématiques qui sont chères aux jeunes artistes. À mes côtés, donc aujourd'hui, 3 invités. Julie Ardouin, directrice artistique du Bateau Phare, Julien Labrousse du Trianon et de l'Élysée-Montmartre et Lionel Chassin, conseiller artistique freelance. Donc nous allons parler aujourd'hui des salles de spectacle, notamment des salles parisiennes mais pas que. Et nous aurons également à nos côtés un jeune artiste, Haussmann du groupe Forme. Salut Haussmann. Bonjour. Salut Julie. Bonjour. Salut Julien. Bonjour. Salut Lionel. Salut. Alors, première question donc qui me brûle les lèvres. Nous allons commencer, galanterie oblige, avec Julie. Comment es-tu arrivée jusqu'au Bateau Phare, petit bateau sur l'eau? Alors, donc, je travaille au Bateau Phare depuis un peu plus de 4 ans et demi maintenant. Ouais. Avant, j'ai travaillé longtemps en maison de disques, donc j'étais plutôt destinée à faire une carrière dans le disque. Tu as un parcours prod. J'ai un parcours plus maison de disques, en plus au marketing, j'étais pas à l'artistique en maison de disques. J'étais dans le label Virgin à l'époque d'IMI, 7 ans. Et puis bon, pour plusieurs raisons, en fait, je me suis écartée de ce secteur, notamment parce que c'est vrai que c'est un peu bizarre en maison de disques. Plus on avance dans sa carrière et plus on nous confie des gros artistes et plus on risque de s'éloigner de la musique qu'on aime vraiment. Même si Puis un peu de la réalité aussi, parce que les gros artistes sont pas forcément la réalité de tous les artistes. Donc, oui, alors il y a ça, mais une forme de réalité, on va dire. Oui, puis c'est vrai que c'était aussi à un moment chez IMI où il y avait beaucoup de regroupements. Enfin, IMI avait cette politique de supprimer en fait les labels pour tout regrouper. D'accord. Exactement l'inverse de ce que fait Universal d'ailleurs maintenant, qui recrée des labels. Et c'est vrai que du coup, je me retrouvais plus trop dans l'artistique, donc je voulais me rapprocher de la musique. Et du coup, je me suis mise à mon compte pendant 3 ans. Oui. Parallèlement, j'organisais des soirées, donc promoteur plus dans les musiques électroniques. Sachant que tu es toi-même DJ. Oui, alors DJ c'est un grand mot. Julie Larulle, c'est ça? Ouais, c'est ça. Non, je ne suis pas une grande DJ techniquement. Ouais. En revanche, c'est très intéressant pour moi de continuer à me produire et à faire des petits DJ sets pour comprendre, mais surtout le rapport à la musique. C'est-à-dire que du coup, de diguer du son, ça me permet de maintenir. Tu restes dans le bain, quoi. De rester dans le bain et puis d'être toujours curieux et de pas se satisfaire uniquement. Enfin là, quand on cherche du son pour construire un set, du coup, on écoute de la musique pas comme quelqu'un qui programmerait au Bateau Phare ou pas comme quelqu'un qui accompagnerait un artiste dans une maison de disques. Donc c'est un regard différent sur la musique et c'est vrai que c'est important. Et petite blague à part, donc tu es une programmatrice, musicienne et directrice artistique intelligente. Mais parce que tu as fait Sciences Po Paris quand même, non? Mais on peut quand même signaler. On dit que Sciences Po mène à tout, mais ça mène aussi à des carrières artistiques très artistiques. Donc toi, tu as fait quand même des grandes études pour arriver. Donc le Bateau Phare alors est arrivé avec tout ce parcours maison de disques, développement de soirée. À un moment donné, tu as eu une proposition de gérer ce lieu. Voilà. En fait, de gérer ce lieu, non, parce que je suis rentrée au début je faisais juste la programmation club. Et c'est vrai que j'ai un patron qui fait confiance à des novices en fait, parce que moi je connaissais pas forcément le secteur du spectacle vivant. Enfin, on le côtoyait encore plus à mon époque quand j'étais en maison de disques. C'était quand même assez séparé tous ces mondes-là. Ça l'est plus maintenant, mais à l'époque c'était quand même pas mal clivé. Et du coup, moi évidemment, je me suis dit c'est une super opportunité pour connaître le monde du spectacle vivant et puis pour enrichir mon expérience. Parce que le Bateau Phare, on va pas refaire l'historique, mais en tous les cas, toi tu m'avais dit que c'était construit sur une émergence de la culture minimale berlinoise, etc. Donc c'est une culture très club. D'ailleurs encore aujourd'hui, je crois que 70% du chiffre d'affaires se fait sur le club. Oui, 70% des formats payants. Après, des formats payants, d'accord. Chiffre d'affaires, on peut discuter, mais en tout cas c'était assez pointu, musique électronique. C'est ça un peu l'ADN du Bateau Phare.
Et toi, c'est là-dessus que tu as essayé de développer justement l'aspect concert plus les concerts, ils ont toujours existé parallèlement en fait à l'activité clubbing du Bateau Phare dès le départ. En fait, ça fait pratiquement on fêtera les 18 ans en février prochain. D'accord. Après, c'est vrai que pour plusieurs raisons. À l'époque, c'était quand même le seul endroit dans cette région de Paris. Donc, il y avait un côté un peu excentré. D'accord. Et c'est vrai que c'est une... 13e, c'est Bibliothèque François Mitterrand, pour ceux qui connaissent pas. Voilà. Depuis, il y a le Wanderlust, il y a Petit Bain. Voilà, donc il se crée un pôle. Comme tu disais, c'était dans la politique de développement du territoire, et notamment des quais, Anne Hidalgo, etc., sur tu fais partie d'une politique globale de développement des quais de Seine, c'est ça ? Oui, c'est-à-dire que du coup, je pense que ça a initié une tendance qui s'est accentuée depuis et qui se confirme là dans les volontés politiques actuelles pour plusieurs raisons. Un, pour aménager les quais de Seine et favoriser un confort de vie et de sociabilité et de rayonnement culturel, mais aussi pour regrouper en fait des établissements avec des activités qui pourraient éventuellement avoir des nuisances sonores dans un endroit où il y a moins de densité de population. Je pense que c'est assez clair. D'accord, merci Julie. Julien Labrousse, donc toi tu es fondateur, peut-on dire, directeur à la fois du Trianon et plus récemment de l'Élysée-Montmartre, donc deux grosses salles parisiennes. Donc toi tu as un parcours assez atypique, je crois que tu es parti jusqu'en Inde pour revenir, tu as trouvé l'inspiration là-bas j'imagine, et tu es revenu donc avec la conviction, tu as monté une start-up en Indonésie. Exactement, ouais. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ton parcours, tu as fait quoi comme études ? Alors moi j'ai pas fait d'études. C'est pas grave. J'ai pas réussi. Moi je suis un peu entrepreneur, serial entrepreneur, donc en gros depuis que j'ai 18 ans je tente de monter des projets un peu dans des domaines très différents. Donc j'ai commencé, je réalisais des clips. D'accord. J'ai fait pas mal de courts-métrages et j'ai monté une petite boîte et j'ai déposé le bilan et je me suis barré sac au dos en Indonésie où j'ai monté effectivement une boîte, une espèce de start-up qui faisait des sites internet. Et ça a bien marché, donc ça m'a permis de gagner un petit peu d'argent. Et avec ça, quand je suis rentré, j'ai voulu racheter l'Hôtel du Nord, qui était en dépôt de bilan à l'époque. D'accord, salle mythique. Voilà, et qui était d'ailleurs une salle de concert, mais sur lequel il y avait pas mal de nuisances sonores. Et au moment où on a racheté, on a perdu le procès. Et il y avait une procédure en cours de nuisance. Il y avait une procédure en cours. On pensait que ça pourrait se résoudre favorablement, mais finalement, non. Donc finalement, c'est devenu un restaurant, mais de fil en aiguille, moi j'ai eu plusieurs activités. J'avais monté une galerie rue Saint-Claude, à côté d'ici. Dans le Marais, oui. Dans le Marais, j'ai fait plein de choses différentes. Après, j'ai fait une boîte de nuit. Ça s'appelait Chacha et voilà, et de fil en aiguille, en fait moi les compétences que j'ai développées, c'était un peu un savoir-faire un peu 360 pour monter des lieux finalement, puisque je l'ai fait sur 4 ou 5 avant le Trianon, et donc ça partait de la conception artistique de l'endroit, du financement, de la viabilité économique, c'est-à-dire arriver à le monter dans une économie qui est pérenne. Et du coup on m'avait contacté, c'était un espèce de consortium, enfin plusieurs tourneurs qui s'étaient regroupés, qui voulaient en fait à l'époque, c'était un peu à la mode, voulaient faire leur billetterie, acheter des salles. C'était le truc à la mode à ce moment-là, qui est toujours à la mode. Ça parce que il y a des gros Asterios et autres qui sont propriétaires de salles également. Mais eux, c'était justement des plus petits qui voulaient, dans l'idée, faire répliquer ce modèle-là, ce que veulent encore faire des gens comme Live Nation, comme tout le monde qui a un modèle un peu Universal maintenant. Voilà, tout le monde, voilà. Et en gros, j'étais au courant qu'il y avait une négociation sur le Trianon. J'y suis allé et j'ai fait une offre qui était refusée parce qu'à l'époque c'était Bernard Tapie qui devait acheter. Comme quoi, voulait en faire. Il voulait faire du 360. Et en fait, il a été tellement odieux avec le mec qui vendait qu'ils m'ont rappelé 3 semaines après. Comme quoi, la sympathie dans la négociation. Et en fait, par fierté, le vendeur l'a envoyé chier parce qu'il était tellement odieux. Il m'a rappelé, voilà. Il m'a rappelé, il m'a dit si vous achetez dans les mêmes conditions. Je vous la passe. Et tous les mecs autour se sont dégonflés. Tous les tourneurs m'ont dit ah ouais putain non attends les travaux il y en a pour une tonne. Oui parce que tu nous avais raconté, tu as fait venir tous tes amis pour les travaux. Pas mal d'amis. Non mais bon voilà, donc c'est le gros problème des salles comme ça, des équipements culturels, c'est combien vont coûter les travaux. Combien de temps de travaux, 1 an ou 2, non? Non, là on a fait on faisait 2 fois, on faisait 16 heures par jour. Donc, oui, c'est ça, tu l'as fait en très accéléré. J'ai fait en très accéléré parce qu'en gros, comme on n'avait pas de thunes, il fallait ouvrir vite. Parce que les frais financiers, en gros, arrivaient très très vite. Être fermé, ça coûte très cher. Oui, voilà, en gros, le problème voilà, c'est soit on rajoute plein de frais financiers, donc on l'a fait, effectivement, on a fait des travaux un peu en
en plan B. Freestyle, quoi. Freestyle, j'avais monté ma propre boîte de travaux, etc. On a tout fait nous-mêmes. On a fait l'architecture, etc. Mais le modèle a marché puisque du coup, on a eu un coût de revient qui fait qu'aujourd'hui, on est à peu près périn, ce qui est un peu l'enjeu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a deux méthodes. Soit on achète une salle comme Lagardère le fait, c'est-à-dire plein pot. Et donc, effectivement, pour une personne normalement constituée, il n'y a pas de modèle économique. C'est intrinsèquement... Folies Bergère, je crois, Lagardère notamment. Folies Bergère, Casino de Paris, etc. Enfin... ou que ce soit Fimalac, ou etc., avec Playel, ils ont tous acheté des salles sans avoir aucun modèle économique. Ça coûtait tellement cher que c'est dans une politique globale d'investissement, dans cette idée justement du 360 dans lequel ils s'y retrouveraient. Mais nous, on ne peut pas se permettre de faire ça. Nous, on est dans un modèle très classique, c'est-à-dire sur lequel on a à peu près, on avoisine les 90-95% de dette bancaire. Et donc, en gros, l'idée, c'est qu'on doit créer un modèle économique sur lequel on peut rembourser cette dette. Voilà. Alors, pour les questions un peu indiscrètes, mais ton partenaire, c'est un producteur de films, hein, c'est ça ? Oui, c'est ça. Ouais. On peut le citer. Oui, Abel Namias. Voilà, donc vous êtes en fait, vous êtes deux associés sur ces deux affaires. Quand la bande de tourneurs s'est dégonflée, j'ai un peu appelé tout le monde à Paris en me disant mais qu'est-ce qui veut bien me suivre sur cette aventure, et Abel a dit oui tout de suite, et du coup on s'est associés. Merci Abel. Voilà, merci Abel. C'est la dédicace. Notre troisième invité, donc Lionel Chassin. Donc Lionel, tu es directeur artistique freelance. Donc ce qui est intéressant dans ton parcours que tu veux nous raconter d'ailleurs, c'est que donc tu as une bonne connaissance du live en Paris et Île-de-France. Tu es aussi manager de groupe et tu as travaillé au sein du Zebrock aussi. Donc est-ce que tu peux nous raconter un peu ton enfance ? Ah, mon enfance. Tu veux qu'on monte déjà là ? Non, alors, ce que j'ai cru comprendre, c'est qu'il y avait beaucoup d'accordéons dans ton enfance. Ça suffit. Non, en fait, ouais, j'ai commencé comme musicien et jouer de l'accordéon. Voilà, c'est un truc que personne ne connaît. Mais tu faisais des balles et des concours quand même. Ouais, je faisais, ouais. Donc, ouais, c'était l'époque, tu vois, je suis plus tout jeune. Au niveau. Les ganguettes. Ouais, ça, exactement. C'est tellement bien. La goulue. C'est ça. C'est ça. Je suis pas encore de cette époque, Julien. Non, parce que là, t'es fin 19e, début 20e, c'est quand même un peu tard, ouais. Ouais, donc au 20e, on précise. Ça. Oui, donc j'ai commencé par la musique. Je me suis intéressé beaucoup au théâtre aussi, où je suis venu à Paris justement, parce que je suis breton d'origine, donc je viens de la Bretagne. C'est pas grave. Oui, j'espère bien. Et donc je suis venu à Paris en fait pour prendre des cours de théâtre chez Vera Greg qui était le cours le plus couru du 18e à l'époque. Qui existe toujours ? Non, Vera est décédée. Ouais. D'accord. Oui. Et ça m'a permis de rencontrer plein de gens, puisque c'était le cours où tout le monde allait, Cornillac, Binoche, était dans ma classe, enfin voilà, tous ces gens-là. Et de fil en aiguille, je me suis retrouvé, parce qu'il fallait bien vivre en même temps, à faire de la radio, ce que j'avais fait déjà pas mal avant. Europe 1 notamment. Et donc du coup, je suis arrivé à Europe 1, grâce à une relation trouvée dans ce cours. Où je travaillais au desk, c'est-à-dire au desk, c'est aux infos. Et puis après, de fil en aiguille, j'ai été assistant d'émission, notamment avec Drucker, quand il était encore sur Europe, donc ça remonte il y a très très longtemps. Et puis après, je suis passé sur Europe 2, où je faisais les reportages sur les événements et notamment sur les festivals. D'accord. Voilà, donc du coup, oui, je viens en fait de tout ce monde-là, médias, musique, je travaillais en régie aussi sur les grosses tournées. J'ai mon fauteuil qui grince en fait. Oui, alors on va changer le fauteuil. Je l'entends dans le casque, tu vois. Assistant. On change le fauteuil. La pause musicale. Voilà. Voilà. Et donc j'ai travaillé beaucoup sur les grosses tournées et puis j'avais beaucoup d'amis musiciens qui montaient les projets à l'époque. Et qui m'ont dit, écoute, tu as une maîtrise en ce qui concerne l'acting, tu sais jouer d'instruments, tu as pas mal d'expérience concernant le live, ça serait pas mal que tu nous files un coup de main. Donc en fait, tout est parti de là en fait, de rencontres et de besoins qui ont coïncidé. D'accord. Donc voilà un peu comment je suis arrivé là, et après j'ai été sollicité sur des dispositifs d'accompagnement et puis par des artistes en tant que manager. Ouais, exactement. Voilà. Alors merci à vous trois. On va poser une petite question à Haussmann. Tiens, Haussmann, donc toi tu fais partie du groupe Forme et tu es donc accompagné par le MB Sannois dans le 95.
Tout à fait, qui nous a repéré très tôt, en fait, avant même qu'il y ait vraiment un projet fini. Donc notamment Pascal Stirn. Tout à fait, et Arnaud Noir. Qui sont les 2 directeurs. Tout à fait. Qui nous ont donc, ça fait 3 ans maintenant presque, qui nous ont repérés, qui nous ont fait jouer en fait directement avant même qu'on ait composé un morceau. Ils nous ont proposé de faire une première partie de l'artiste qui s'appelle Fakir, qui est maintenant assez connu. Big. Comment ? Big, oui, tout à fait. Et ça a commencé comme ça, et puis du coup, de fil en aiguille, nous on était vraiment juste des potes qui faisaient de la musique ensemble parce qu'on avait une date qui arrivait comme ça, donc on a commencé à composer des morceaux, et puis après ils ont décidé de lancer l'accompagnement, ce qui nous a déjà donné confiance, et puis ils nous ont beaucoup de conseils, beaucoup de choses qui ont fait que on était un peu plus orientés, donc on a commencé à composer des morceaux, à chercher une couleur. Ils nous ont très vite remis une deuxième date, et puis voilà. L'accompagnement a suivi son cours. Et donc c'était un peu effectivement la transition, parce que dans quelle mesure les dispositifs d'accompagnement influencent la programmation, ou participent, on va dire, parce qu'influencer participe à la programmation des salles. Toi, Julie, on a un peu abordé le sujet, c'est le côté résidence en fait. Donc toi, déjà, est-ce que tu as des programmateurs, ou en tout cas des gérants de dispositifs qui te contactent et qui te disent, tiens, en ce moment, on a ce petit groupe qui commence à monter, est-ce que toi, ça te dirait de les programmer ou pas trop ? Bah pas trop. Ouais, c'est ce que tu me disais. Ouais. Non, pas trop. Nous, c'est vrai qu'on est dans un réseau. Disons que vu la capacité de notre salle, on est sur. Tu peux rappeler la capacité ? On est complet à 300. Ce qui est bien déjà. Voilà, on est complet à 300. Donc c'est une salle, c'est un peu grand pour du pur développement, c'est-à-dire pour du showcase. Puis comme on est un petit peu excentré, c'est vrai que du coup, souvent le choix des showcases d'artistes s'oriente vers des salles plus centre. Oui, ou nord-est, hein, parce que c'est vrai qu'il y a quand même un ancrage très nord-est. 11e, etc., c'est ça, ouais. Du coup, bon, voilà. Et c'est vrai que du coup, on accueille beaucoup d'artistes étrangers finalement en concert. D'accord. Et on accueille en fait des artistes qui sont dans les tournées. Et c'est vrai que nos interlocuteurs principaux sont des tourneurs. Voilà, sont des tourneurs. Souvent des tourneurs français, mais on peut être aussi en direct avec les agents anglais ou américains. Mais c'est vrai que du coup, voilà, on est peu sollicité par les dispositifs. Enfin, d'ailleurs, c'est dommage. Oui, Lionel. Après, parce que en fait, je pense qu'il y a une différence importante de dire entre résidence et accompagnement, c'est pas du tout la même chose. La résidence, en fait, ça peut être par exemple un tourneur qui vient de signer un artiste et qui a besoin pour un live, par exemple, pour une tournée, de travailler véritablement le live, puisque c'est ça l'objectif. Donc c'est ce qu'on appelle une résidence. Donc c'est lui en fait qui bloque la salle. Qui bloque la salle, donc il loue la salle où il y a un accord. Où il y a un accord, les SMAC ont des cahiers des charges. On parlera des SMAC tout à l'heure. Mais juste ça, elles ont un cahier des charges qui les oblige à faire un dispositif d'accompagnement et de résidence. Donc ça, c'est de la loi, donc ils sont obligés de le faire. C'est pour ça que le ND le font, d'ailleurs. Oui, ils font un concert à la fin de la résidence. Ouais. Voilà. Et donc, la résidence, en fait, c'est en fait le booker ou le tourneur qui, dans un accord avec la salle d'échange de bons procédés, monte la résidence. Mais c'est pour une période extrêmement précise et c'est dans un objectif de live qui se passe d'ailleurs la plupart du temps dans une grosse salle parisienne. Gratuitement, dans une grosse salle parisienne. D'accord. Et donc en fait c'est le tourneur en fait qui engage à la fois le lighteux, à la fois l'ingé son, toute l'équipe, quoi. Les accompagnements artistiques. D'accord. Donc ça veut dire coach, etc. Pour travailler ça. L'accompagnement c'est quelque chose qui est sur la durée. Oui. Qui est la différence d'une résidence qui est sur un temps extrêmement précis. Ouais. Et donc, une résidence, c'est quoi ? Une semaine, 15 jours en général En général, pour un live, ça dépend. Il y a un coût, de toute façon. De toute façon, il y a un coût, c'est évident. Ça peut pas être des années. Sur les gros shows type M, par exemple, donc les résidences, ça se fasse essentiellement dans des gros studios, notamment un à Roissy, à côté de Roissy, qui a un plateau spécial Arena, par exemple, pour les grosses salles. Ah oui, parce que c'est vrai que le vrai problème, c'est comment bloquer la salle, oui. C'est parce que ça coûte cher déjà en termes d'économie, et puis en termes de disposition. Si tu es obligé de tout refaire, toute ta mise en scène, et tout ton emplacement, il faut que tu aies une config qui soit à peu près similaire du plateau sur lequel tu vas être. Bien sûr. Donc c'est important, oui. Merci pour la précision. Donc la résidence, effectivement, c'est quelques semaines, de 1 à plusieurs semaines, mais assez limité dans le temps, alors que l'accompagnement, vous par exemple, ça fait 3 ans que vous êtes à l'EMB Sannois, Haussmann. Là, ça fait vraiment 2 ans avec le projet forme, mais... donc là, c'est vrai qu'il n'y a pas de limite dans le temps, quoi. Ouais, après, les résidences sont plus courtes. Toi, Julien, tu es contacté par des dispositifs d'accompagnement. Alors, faut-il préciser quand même que le Trianon, je crois que c'est 1500 places, Élysée Montmartre
1800 places. Donc effectivement, par rapport à une jauge comme le Bateau Phare, on ne s'adresse pas tout à fait aux mêmes artistes, mais peut-être les premières parties. Non, je suis un peu comme Julie. Finalement, on travaille principalement avec des tourneurs, enfin des tourneurs ou pas même que des tourneurs, parce que même les agents, il faut qu'ils passent par un tourneur en France, ils sont sous licence. Donc non, et puis c'est un peu naturel, puisque de toute manière un artiste, il faut qu'il y ait une cohérence, c'est-à-dire qu'il va pas faire un concert isolé, c'est une politique. Donc il faut quelqu'un qui orchestre et décide comment tout ça va se construire. Donc en fait la salle ne peut pas vraiment jouer un rôle important. Enfin, il peut y avoir un one shot de manière occasionnelle, moi ça m'est déjà arrivé. Oui, des soirées spéciales. Oui, c'est-à-dire qu'on a un coup de le cœur. Le type qui s'achète comme l'Olympia, d'ailleurs il y a des gens qui s'achètent l'Olympia une fois par an et qui le remplissent d'ailleurs. Non, nous on a eu ça, on a eu un chef d'entreprise qui fait tout un spectacle. Ça a duré 6 mois avec le metteur en scène de Chaillot, enfin tout un truc. C'était son petit plaisir. Voilà, c'était son plaisir, son délire. Non, mais voilà, après quand t'as de l'argent, tu peux tout te permettre. C'était son truc. Bien sûr. Mais voilà, en tout cas, le rôle majeur, c'est celui des tourneurs pour encadrer le live des artistes, quoi. D'accord, bien écoutez, on va revenir là-dessus après une petite pause musicale. On va écouter donc John Norris avec son titre Mama, version remixée par le duo de DJ et producteur Holo. Some lie in a casket, cry for those who no longer here. Some lie in Damascus, that is all will never disappear. Can I see that I'm moving forward? And I know God will keep me holding on, holding on. Feel like a stranger, well, I cannot discern. I flee from the danger, not a point of return. But I won't hesitate, and I know I'll be the only one to get through. I said, Mama, 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 I made it. I said, Mama, 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 I made it. When we crossed the water and a little boat shook, said I pray I made her do it now so good. Oh, Mama, 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 I made it. Feel like a stranger, well, I cannot discern. I flee from the danger, not a point of return. But I won't hesitate, and I know I'll be the only one to get through. I said, Mama, 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 I made it. I said, Mama, 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 I made it. Eh bien, c'était John Norris avec son titre Mama, version remixée par le duo de DJ et producteur Holo. L'atelier radiophonique de Cédric, un dimanche par mois sur Radio Campus Paris. Vous êtes toujours dans l'atelier radiophonique de Cédric sur Radio Campus Paris avec nos trois invités pour parler des salles de spectacle parisiennes, mais pas que. Et d'ailleurs, nous allons élargir le débat avec Julie Ardouin, directrice artistique du Bateau Phare, Julien Labrousse, homme d'affaires, fondateur du Trianon, je plaisante, et de l'Élysée-Montmartre, et Lionel Chassin, conseiller artistique indépendant, freelance, voilà, et Haussmann, artiste donc auteur, compositeur, interprète qui fait partie du Quatuor Forme. Donc on parlait avant la petite pause justement des missions un peu des salles. Alors c'est vrai qu'à Paris on a quand même quelques exceptions, mais il y a quand même une exception française qui est la SMAC, on dit la SMAC, les salles de musique actuelle. Donc ça, Lionel, est-ce que tu peux nous en parler, parce que ça peut vraiment intéresser les jeunes artistes, puisque apparemment non, c'est la réalité, c'est la première cible pour les jeunes artistes, n'est-ce pas, pour pouvoir jouer. Il n'y a pas que les SMAC, mais les SMAC, ce sont des salles en fait qui sont
c'est cadré par la loi. Il y a un cahier des charges qui vient d'être redéfini là, puisqu'en fait... c'est le ministère de la Culture qui... Ouais, c'est le ministère de la Culture, hein, donc c'est un label en fait. D'accord. Donc du coup, tu dois avoir un budget qui atteint un certain niveau. Tu as un cahier des charges extrêmement précis concernant tes actions, c'est-à-dire que tu dois faire de la diffusion, mais tu dois aussi faire de la production. Et donc de l'accompagnement programmation d'émergence. Programmation d'émergence et aussi action culturelle. On en parlait off là pendant la musique. Mais... pause, ouais. Donc ça, c'est l'obligation du cahier des charges. Alors, à chaque fois, donc chaque année, les SMAC doivent rendre un bilan au ministère, de savoir combien ils ont fait, la part de diffusion par rapport à la part d'accompagnement et d'action culturelle. Le vrai problème, c'est que jusqu'alors, jusqu'au nouveau statut là, qui a été fait cet été là, par le ministère, il y avait beaucoup de SMAC qui se passaient un peu des dispositifs d'accompagnement, notamment l'action culturelle. D'accord. Pour une raison simple, c'est que c'est pas facile. Il faut quelqu'un qui soit vraiment dédié à ça, parce qu'en fait c'est un vrai boulot. Faire de la recherche. Pour faire de la recherche et puis pour monter aussi les projets. Parce que faire de la pédagogie, il faut des moyens. Je veux dire, ça fait pas partie des compétences, je dirais, des SMAC, puisque les SMAC elles font de la diffusion, c'est ça le spectacle. Donc il faut quelqu'un qui soit spécialisé dans les actions culturelles et qui savent véritablement travailler en lien avec le territoire, parce qu'en fait elles sont ancrées sur un territoire et elles doivent rayonner sur l'ensemble de ce territoire. Alors on a fait des recherches un peu sur les SMAC, mais alors visiblement il y en a pas tant que ça déjà. On a quelques-unes en France, mais surtout à Paris, je crois que c'est très peu. En fait, je crois que c'est Glazart et FGO, c'est ça, à Paris Intramuros. Ouais. Donc c'est quand même très très peu. En Ile-de-France, j'ai pas... En Ile-de-France, oui, mais il y en a quand même beaucoup en France. D'accord. Et puis parce que ça coûte cher quand même. Ce sont des outils qui coûtent cher, avec une rentabilité qui est de plus en plus compliquée. Enfin, on en parlait avec Julien qui a d'autres soucis. Labrousse, du Trianon. Là, il n'y a pas d'enjeu de rentabilité. C'est purement subventionné. Enfin, il y a pas... L'accompagnement, c'est nécessairement pas rentable. Enfin, j'imagine. On est d'accord. Ouais. Sauf que la diffusion, en fait, tu dois quand même arriver à contrebalancer un peu. À peu près à ce que ton budget, tu dérapes pas trop, quoi. Puisqu'en fait, de toute façon, comme les collectivités, ce sont les collectivités qui payent les SMAC. La dotation, ce qu'on appelle la dotation générale au fonctionnement, qui est donnée par l'État aux collectivités, est en baisse de 25% depuis 2 ans. D'accord. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, si ta SMAC elle te coûte de plus en plus cher, tu vas pas pouvoir donner le maximum. Donc faut qu'il soit à peu près. Julie, on doit pas déroper, quoi. On doit pas déraper. Julie, ils achètent toujours plus cher les artistes que nous. D'accord. Culturellement, quoi. Après ça. Est-ce que Julie, justement, j'ai une question. Est-ce que c'est facile pour un jeune artiste en développement, on va dire, alors après la notion de développement elle est à définir, mais de jouer à Paris Intramuros? Est-ce que c'est compliqué? Est-ce que l'offre est suffisamment alors, il y a beaucoup de salles, mais est-ce que pour un jeune artiste, c'est suffisant, justement ? Moi, j'ai l'impression que l'offre, elle est là. Ouais. Je pense qu'il y a un maillage de salles à Paris qui va même du café-concert jusqu'à la grande salle. Pour moi, il y a l'offre en termes d'accueil, elle est là. Après, la problématique, c'est de trouver son public. De toute façon, c'est ça le nerf de la guerre. Et c'est vrai que si on arrive à prouver à la salle que le public est là, donc aujourd'hui, c'est vrai qu'on a des indicateurs et c'est vrai que les réseaux sociaux ont pris une place considérable dans la façon dont on appréhende les indicateurs pour essayer de mesurer quel public est touché. Bien sûr. C'est vrai qu'après, si le public est là, les portes s'ouvrent, je pense. Hein. Julien Labrousse, est-ce que tu es souvent sollicité par des jeunes artistes en développement pour le Trianon, l'Élysée Montmartre? Nous, on reçoit souvent des emails. De toute façon, j'imagine que tout le monde balance. Non, je pense qu'il y a pas mal d'artistes qui, justement, font un peu de démarchage comme ça, mais malheureusement, effectivement, il faut que leur public soit en adéquation avec la taille de la salle. 1500 places par exemple, ça s'adresse quand même à un artiste. Il n'y a pas de règle parce qu'il peut y avoir des artistes très confirmés qui font des flops. Hein. C'est ça, ouais. On avait fait Nile Rodgers, il avait vendu 150 places. Ah oui, d'accord, ouais. Donc 10% de la salle, quoi. Non, et voilà, et puis après, il y a quelqu'un qui peut s'investir énormément, pour qui c'est le concert et qui va rameuter tout le monde et qui va tellement travailler. Justement, en termes de coûts, quels sont les différents types de contrats que vous offrez aux artistes, que vous négociez avec les artistes, parce que on a vu ça un peu avec Julie, mais toi justement au Trianon, donc on peut se payer la salle si on est un chef d'entreprise fortuné et qu'on veut faire son one man show, mais en général quels sont les différents types de contrats que vous proposez au Trianon? Non, mais nous on n'a qu'un seul format de contrat. C'est la location. Maintenant on peut se faire subventionner la moitié de la salle. Ouais. Je pense que tu seras plus Lionel plus à même parce qu'il y a beaucoup plus spécialiste que moi, mais effectivement il y a un système qui permet de financer une grande partie de la salle, voire la totalité d'ailleurs. Et donc
nous, on a le droit de le faire un certain nombre de fois par an, quoi. Je pense que tu le fais également. C'est une subvention SCPP et SPP. C'est ça. Vous êtes en location pure, le Trianon, il n'y a pas de coprod, de choréal C'est pas ça, si, sur le principe, on voulait en faire, mais le problème, c'est que tout ce qui se présente, qui se fait en coprod, est toujours un peu bancal. D'accord. Donc, malheureusement, dans ce type de jauge, mieux sécuriser en louant la salle. On va peut-être en faire 3 ou 4 par an, qui sont des trucs très isolés. Ouais. Mais globalement, non. Globalement, dès qu'un artiste veut le faire, il est déjà dans un statut où il a un tourneur, etc. Où il y a une certaine... Voilà. En revanche, Julie, toi, tu me disais que toi, tu es assez open au niveau des contrats, donc production, choréalisation, ça se produit assez souvent au Bateau Phare. Nous, en fait, on fait, j'ai mes petits chiffres de 2016. Ouais, c'est intéressant. En fait, on fait 39% de location de salle. D'accord. C'est essentiellement Emergenza, en fait, parce qu'on a aussi des offres de location plus isolées, mais c'est, voilà, on dirait que c'est essentiellement c'est cette provenance-là qu'on fait pour avoir un petit équilibre, et parce qu'on soutient aussi ce genre d'initiative, bien sûr. Après, on a 53% de cessions, c'est-à-dire qu'on achète 53% de nos concerts. Ce que je trouve que c'est une information assez importante. Ça veut dire que du coup, on prend une fois sur deux, tu prends un risque. Surtout que c'est rare à Paris. Voilà. C'est le seul modèle en province et à Paris, ça n'existe pas. C'est pour ça que je le dis, parce qu'on en est assez fiers. Ça veut dire qu'on choisit. Vive le Bateau Phare. Non, mais ça veut dire aussi que ça a un vrai sens. C'est une philosophie, une politique culturelle, oui. Politique culturelle, c'est un bien grand mot. Disons que on peut avoir une ligne éditoriale que quand on produit les concerts ça veut dire tu peux te permettre de choisir. Là, on se dit, on produit la date, donc on peut modeler en fait un tout petit peu l'éditorial. Après, on a 8% de choréa. Alors choréa, tu peux nous parler comment ça fonctionne en fait? C'est-à-dire que vous prenez 50% de risque avec l'artiste, c'est ça? Enfin, la formation qui débarque. Alors, les choréas, on en a 8% en 2016, on en avait 20% en 2015, juste pour dire que l'année passée, en fait, on en a fait particulièrement peu, et c'est regrettable parce que c'est pas mal. Alors, c'est rarement directement avec les artistes, en fait. C'est avec des promoteurs, en fait. Et ces promoteurs, ça peut être les tourneurs eux-mêmes, qui, au lieu de louer la salle, ou au lieu de vendre le spectacle, en fait, font un deal de coproduction avec nous. On se partage la billetterie avec des paliers. Des paliers, oui. Et puis, ça peut être aussi des promoteurs qui sont des organisateurs, en fait, des promoteurs, en fait, qui sont aussi titulaires d'une licence et qui, dans certaines salles, avec certains artistes, vont louer de la salle et qui, au Bateau Phare, s'ils n'arrivent pas à le vendre, on peut le passer en choréa si jamais le projet a été accepté. Donc choréa, on partage les risques et les bénéfices. Tout à fait. Voilà. On partage la billetterie. Après, il y a des différents deals. Je crois que c'est 50, 70 ou 100 places. Il y a une partie à la salle. Après, on divise par deux. Après, on divise par... etc. Voilà, c'est ça. C'est participatif. Exactement. Et Lionel, justement, tu peux nous dire, toi, qui as l'expérience du management de jeunes artistes, comment font-ils pour trouver des dates sur Paris et quel type de contrat on leur propose en général? Je dirais que le Bateau Phare est une exception. Oui. Je crois qu'on a... Sur les salles parisiennes. La plupart du temps, d'abord c'est du black, faut le savoir. Ah, ça c'est moche. Dans beaucoup c'est... Alors après ça c'est un autre sujet, effectivement, c'est la déclaration. Non mais tu as raison. Il faut le dire. Il y a un problème de rémunération légale des artistes à Paris, en tout cas, ça c'est sûr. Oui, tout à fait, mais pas qu'à Paris. Pas qu'à Paris, oui. Pas qu'à Paris. Mais non, il peut y avoir des choréales, oui, dans certains lieux parisiens il y a des choréales. Jusqu'à évidemment par palier, suivant la jauge, en fait c'est aussi très, très lié à la jauge, et ta billetterie et ta capacité de mobiliser ton public. Sinon il y a des salles comme je pense je peux les citer, les Trois Boudets, qui font des contrats donc avec des cachets, puisque quand ils sont ville de Paris en partie, Ils sont pas ville de Paris, ils sont en délégation de service public, c'est-à-dire que la ville de Paris leur donne le droit d'exploiter un endroit, un lieu qui est la propriété de la ville de Paris. D'accord. Donc c'est un peu une manière différente. Pour toi, Julien, les premières parties, comment se décident-elles? On a un artiste d'ailleurs, John Norris, qu'on vient d'écouter, là, joue en première partie de Géraud au Trianon. Ouais. Les premières parties, c'est soit l'artiste, soit le tourneur qui choisit, en général. Toi, tu restes... on n'a pas trop notre mot à dire, en général. Non. On nous l'a rarement proposé. C'est très lié au prod, la première partie. Oui, c'est très lié à l'artiste, ou même le label qui doit avoir besoin de mettre en avant certaines choses. On en parlait avec Haussmann de Forme il n'y a pas longtemps, et il me disait, moi j'aimerais bien trouver des premières parties, par exemple. Comment fait un jeune artiste pour trouver des premières parties?
Est-ce que comment dire? C'est du réseautage, non? Ouais, c'est du réseautage, beaucoup de réseautage. Il n'y a pas marqué recherche première partie. Non. Donc c'est essentiellement des annonces. Ouais, c'est ça. Tu vas à la boulangerie. Iron Cherche Maiden, première partie pour M. Madonna cherche première partie. Rihanna pour le Zénith. C'est ça. mais vieille chanteuse. C'est une question de réseau et puis il faut que tu accroches un booker d'un tourneur. C'est ce que j'allais dire, c'est que le vrai truc aussi, c'est que l'artiste soit encadré. C'est-à-dire que si identifié. l'artiste a un tourneur, une maison de disques, un éditeur, là du coup c'est plus facile d'être mis sur des premières parties. Et après s'il est isolé, là c'est plus compliqué parce qu'il sera moins entendu par les salles, je pense. Parce que c'est vrai qu'en direct, c'est des gages de confiance en fait. On peut pas lire tous les emails de tous les artistes qui ont des projets. On peut pas écouter tout. Donc on passe par le filtre en fait du réseau professionnel. Donc ça rejoint quand même le fait qu'un artiste en développement, il doit rapidement trouver un entourage professionnel pour même s'adresser à des salles parisiennes en fait. Oui, c'est pour ça. Moi, tout le monde là en off. On parlait de ces fameux nouveaux contrats là qui sont en train d'apparaître, donc notamment chez Live Nation, ils ont pris Pascal Nègre qui va faire ça. Du management. Oui, ils font ces espèces de contrats 360 qui font où ils font tourneur, label, etc. Et notamment chez Universal, ils ont une section qui fait ça pour les très jeunes artistes. Qui les prennent vraiment au berceau. Et effectivement, c'est plutôt pas mal, parce que ça leur donne un écosystème comme ça, qui leur amène des réseaux. Et effectivement, ils les engagent sur quasiment rien. C'est un pari, je crois, pour l'instant. Ils perdent de l'argent, d'ailleurs, ils le font. C'est assez déficitaire, mais le principe est... Je crois qu'il y a des ex d'Asterios, d'ailleurs. Je les connais pas tous, moi j'en connais un, mais en tout cas je trouve le projet assez judicieux, enfin en tout cas bien pour les jeunes artistes, parce que ça leur amène tout et c'est pas trop ils sont pas très gourmands, quoi. C'est donnant quoi. Mais finalement on en avait parlé aussi avec les attachés de presse, c'est vrai que pour la promo de jeunes artistes c'est toujours mieux d'avoir un attaché de presse pour démarcher les journaux. En fait on en revient au fait que c'est très compliqué pour un jeune artiste de démarcher soi-même des professionnels en fait. L'entourage est quand même oui et non, parce que il faut bien commencer en même temps. Non, mais il y a les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est pas la presse, c'est une chose, mais si on arrive à créer une émulsion dans les réseaux sociaux, je pense que c'est déjà une première étape, quoi. Et aussi construire un vrai public. Non, mais ça va la construction du public, ce qui permet aussi de remplir les salles. N'oublions pas quand même que... oui, le but c'est de remplir une salle. Il faut dire, oui, parce qu'en fait... À la limite, si vous avez 1500 personnes, vous allez au Trianon et basta. Oui. C'est vrai qu'on se pose beaucoup de questions, mais à partir du moment où l'artiste a 1500 personnes... mais on n'est jamais sûr. Non, bien sûr, mais... Je pense que pour avoir 1500, il faut avoir peut-être 20 ou 30 000... Oui, alors c'est ça, c'est intéressant ce que tu dis, parce qu'en fait, la conversion du taux du nombre de likes et de la conversion d'achat en fait, parce que souvent on voit des artistes qui ont des milliers et des milliers de likes et finalement qui remplissent des salles de 300 et déjà ils sont contents, parce que c'est ça un peu la phase B de l'internet, c'est qu'on peut avoir des milliers d'artistes, mais pour convertir ça en achat il y a un frein quand même. Déjà il y a des artistes qui ont un titre, un single, un tube, et qui sont pas forcément des artistes live, alors qu'il y a des artistes live, je sais pas, vous avez des gens, c'est une drogue d'aller voir sur scène, quoi. Et même il y a des gens qui passent en radio qui vendent pas de disques. C'est pas quelqu'un que moi j'écoute beaucoup. Mais live, en live, il est dingue, quoi. Ouais, c'est ça. C'est qu'aussi il faut savoir déterminer si on a un artiste vraiment dont la force est en live ou en disque, en prod, etc., etc. Je comprends. Est-ce que Paris reste une exception au niveau des salles selon vous? Est-ce que vous connaissez un peu le paysage français, notamment pour ce qu'on vient de dire sur le fait que à Paris, on n'achète pas des spectacles, à l'exception du bateau-phare. Ça, c'est vraiment une particularité. D'ailleurs, exception bis pour le bateau-phare, c'est que Julie, tu me disais tout à l'heure hors antenne que vous allez essayer de créer une dynamique de double ou de triple booking. Ça, c'est le bateau-phare version 2017, en achetant je sais pas, ou en louant une autre salle, en tout cas à Lyon, qui permettrait d'avoir une date à Paris, une date à Lyon, et puis une date sur... Non, en fait, c'est que notre patron, qui est un personnage haut en couleur. Qui est-il? Monsieur Mona von Cocteau, qui a monté Bateau-Phare, qui a monté Guinguette Pirate en fait, avant Bateau-Phare, qui a monté Bateau-Phare avec toute une équipe d'ailleurs, et qui aujourd'hui reste à la tête du Bateau-Phare, qui a monté une salle qui s'appelle l'Iboat à Bordeaux,
qui a un bon rayonnement régional. Bien, ouais, voilà, c'est ça. C'est que du coup, c'est une capacité, c'est un tout petit peu supérieur à bateau phare. 450. Voilà, c'est ça, au lieu de 300. Simplement, dans la région, ils ont un rayonnement régional, alors que nous, c'est une petite salle dans un maillage de salles parisiennes, donc c'est pas la même ligne éditoriale. C'est ça, ce que j'allais dire, c'est pas les lignes éditoriales. Oui, c'est beaucoup plus large, en fait, l'iBoat. Oui. Parce que fatalement, une salle il y a moins de ça, salles, donc ils sont obligés d'être plus grand public. Oui, voilà, un artiste qui fait la Cigale peut se retrouver dans sa tournée à passer par l'iBoat. Alors du coup, donc on peut pas tout fusionner ou tout. Alors que la Cigale n'ira pas forcément au bateau phare. Voilà. Enfin, l'artiste de Cigale n'ira pas forcément au Trianon, etc. Ouais. Donc tout n'est pas. C'est très spécialisé finalement à Paris, les salles. Il y a des cases, quoi, en fait, finalement. Oui, alors je sais pas. Du coup, c'est toujours très compliqué de parler de ligne éditoriale d'une salle pour les raisons qu'on vient d'évoquer. C'est-à-dire que du coup, voilà, il y a la réalité économique derrière, et puis c'est compliqué de on peut pas faire une salle rock ou une salle, ça n'existe pas. Si, il y avait un peu le New Morning, par exemple. Oui, ce que j'ai dit. La petite Ruskel, jazz World, Playel avant. Le petit journal Montparnasse, le Sunset Sunside. Oui, il y a des salles spécialisées. Voilà, sur les musiques actuelles, sur les musiques actuelles, je suis d'accord. On a nous, on essaye d'avoir un positionnement, mais c'est compliqué. Et donc du coup, iBoat a été créé il y a 5 ans. Donc on fait des double bookings, on essaye d'avoir des synergies. Et puis il y a une salle qui va ouvrir, qui aurait dû ouvrir en janvier, mais c'est un tout petit peu repoussé pour c'est très compliqué ce dossier Razel. Donc c'est le Razel à Lyon. Ouais. Donc c'est aussi un bateau phare, donc qui ressemble beaucoup au bateau phare. Et voilà, sur à peu près la même capacité. Donc on a déjà des projets dans la grille qui ont été négociés en triple booking. D'accord, 3 lieux. Voilà. Mini tournée. Du coup, voilà, c'est ça, c'est que tout d'un coup, on a, pour parler de l'accompagnement d'artistes, c'est qu'on a le moyen aujourd'hui de proposer à un artiste ou à un tourneur, en fait, 3 dates. Donc c'est comme une mini tournée. Donc là, on pense du coup à accentuer cette dynamique, et pourquoi pas proposer en fait des créations originales, parce qu'autant sur une date ça n'a pas de sens. Autant sur 3 dates, on peut s'engager sur une dynamique plus créative. Est-ce que Lionel, toi qui t'occupes de jeunes groupes, quels sont tes conseils pour démarcher des salles lorsque tu les prends en management, par exemple? Parce que je crois que Paris reste quand même une exception, mais aussi une vitrine. Donc je crois qu'il y a beaucoup de spectacles qui perdent de l'argent à Paris, mais pour pouvoir partir en province. Et puis aussi, Paris reste la ville où il y a tous les pros, donc pour se faire connaître, ça reste quand même un endroit idéal. Mais apparemment, il faut aussi y jouer quand on est prêt, c'est ça? Ah bah c'est surtout ça. Voilà. Jouer à Paris, c'est assez simple. Se faire voir, c'est bien, mais pour n'importe quel groupe. On parlait tout à l'heure de l'importance des réseaux sociaux, en sachant que ça peut être aussi bidonné, mais aussi faut le dire. Bien sûr, mais bon, après on a conscience. Non, j'ai juste, je vais pas. Tu l'as cité. Il faut juste le citer. Il faut le dire. Mais c'est vrai que c'est un des critères qui font que certaines salles décident de programmer tel ou tel artiste. Mais c'est encore beaucoup de réseaux. Alors c'est vrai que je pense que Julie, tu dois recevoir un paquet de mails impressionnants par jour avec des MP3, des SoundCloud, et j'en passe, et des meilleurs. Mais Julien aussi, j'imagine. Parce qu'il y en a qui ciblent pas forcément. Un peu moins, parce qu'en fait, ils sont plus ils sont pas sur des créneaux émergents. Ouais. Donc je pense que les petites salles comme le bateau phare ou comme ils sont les premières cibles. Le Supersonic ou comme l'International, toute cette gamme-là, tout ce maillage-là sont submergés très sollicités de mails. Donc ça se fait aussi beaucoup par le réseau. D'accord. Tu vois, ça dépend de l'environnement artistique et l'environnement professionnel qui est autour des projets, que c'est comme ça que ça marche. Mais alors à contrario, parce que c'est un peu le piège, pour un artiste parisien, jouer à Paris, il le faut pour se faire voir des professionnels, mais en étant prêt. Mais dans ce cas-là, pour aller en province, comment on fait? Parce que c'est toujours pareil. C'est une démarche complètement inverse. Alors, en province, ils sont accompagnés, comme on disait à Bordeaux, ils sont accompagnés généralement par des dispositifs locaux qui leur permettent de jouer de salle en salle. Mais quand tu es parisien, que tu n'as pas et quand tu es parisien, que tu débarques en province, t'es plutôt malvenu entre guillemets si tu n'appartiens pas. Eux, par exemple, Formes sont dans le 95, évidemment, ils sont privilégiés pour les lieux du 95, etc., Et comme quand on va à Bordeaux, on est privilégié par le dispositif local. Je crois qu'il y a le Krakatoa à Bordeaux qui fait ce travail-là, etc. Ou la Paloma, etc. Donc comment un artiste parisien
parisien qui finalement n'a pas de dispositif vraiment parisien d'accompagnement, qui n'est pas prêt, veut aller jouer. Alors il y a les cafés-concerts, mais s'il veut aller jouer par exemple à l'iBoat ou l'eBoat, je sais jamais, mais il les contacte directement. Est-ce que c'est accessible? C'est en fait, c'est un peu chacun pour soi. C'est-à-dire que c'est. Mais il n'obtiendra pas mais il obtiendra directement parce qu'on ne peut pas répondre. Exactement. Les artistes disent pas ça. C'est pas. Et puis ils vont favoriser la région. Vous êtes d'accord qu'ils vont favoriser la région? C'est pas un manque de curiosité, c'est juste que on a besoin de filtres. Donc trouver, même si c'est un petit tourneur ou même si c'est une petite structure, il faut absolument être accompagné le plus vite possible. C'est important ce que tu dis, Julie, parce que souvent, moi j'entends beaucoup d'artistes dire bon, on nous répond jamais, etc., etc. Mais c'est vrai qu'il faut se mettre de l'autre côté et avoir un peu d'empathie même pour les pros et se dire, même des directeurs artistiques d'ailleurs de maisons de disques qui disent déjà il faut gérer les artistes que vous avez parce qu'il faut déjà gérer la programmation, le lieu, etc. Et en plus essayer de découvrir mais avec des filtres évidemment. C'est comme tout le monde en fait, c'est de la recommandation, c'est comme dans la vie quoi. Je sais pas si c'est de la recommandation. Il faut un tourneur. Ouais, c'est ça, c'est l'inscription dans un réseau. Ouais, mais il y a un process à respecter, quoi. D'accord. Donc selon toi, on peut pas aller de manière isolée comme ça faire une tournée sans qu'il y ait. Sauf que tu te rends compte que quand même c'est pas évident de trouver un tourneur parce que le tourneur, j'en ai vu quelques-uns là, toujours pareil pour des artistes en développement, pour eux c'est compliqué le développement. En fait, je pense qu'il y a un maillage de situations, c'est-à-dire qu'au départ il y a du concert amateur et c'est hyper important de faire un maximum de dates et ces dates-là sont plus faciles à trouver. Ça peut être dans des bars, ça peut être n'importe où finalement, mais c'est vrai que du coup c'est pas des conditions optimales, mais il faut aller chercher son public. Et une fois qu'on a construit un truc, qui se passe un petit machin, que du coup sur les réseaux sociaux ça commence à faire un petit peu de bruit. De toute façon, c'est positif, c'est un alignement d'étoiles en fait. Du coup ça va donner peut-être quelqu'un qui va vouloir s'associer et prendre en management le groupe parce qu'on sent qu'il se passe quelque chose et puis de fil en aiguille on entend parler. Et en fait je pense qu'après sur des salles qui sont des salles où nous on n'est pas une salle où on accueille des projets amateurs entre guillemets, c'est pas un jugement de valeur, c'est juste que dans notre économie, en cours de professionnalisation, des projets en cours de professionnalisation, c'est des projets professionnels, on accueille des projets en fait qui sont en tournée, donc s'ils sont en tournée c'est-à-dire que derrière il y a un tourneur. Logique. Et il y a une économie, même si c'est une petite économie, il y a une économie avec le prix d'une tournée. Il se passe quelque chose. Du coup, voilà, on partage aussi. Voilà, on est dans un raisonnement de flight share avec d'autres pays, d'autres territoires, d'autres salles, pas seulement un maillage local. Mais voilà. Il y avait juste Lionel tout à l'heure à Julien, c'est vrai qu'en fait, tu peux aussi travailler. Il y a beaucoup de projets qui sont semi-pro. On peut considérer qu'ils sont semi-pro. Quand tu commences à faire pas mal de dates et que tu te débrouilles pour faire des dates partout en France, je prends un exemple que tout le monde connaît maintenant, c'est Last Train. La stratégie de Last Train que je connais depuis très très longtemps et qui était un tout petit groupe à l'époque. C'était pas le même chanteur d'ailleurs, du coup ils étaient plus nombreux. Enfin, ce groupe a eu plusieurs vies. Ils ont commencé par labourer la France et se créer un public. Et monter leur structure aussi d'ailleurs, je crois. Et donc après, c'est après que la structure elle s'est montée. Donc en fait, ils ont fait comment? Ils allaient dans quel genre dans des cafés? Dans tous les cafés possibles et imaginables. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont fait tous les tremplins aussi. Tous les tremplins, Ricard, etc. Ils ont labouré, ils ont construit un public. On parlait tout à l'heure, c'est pour ça qu'on parlait tout à l'heure de la construction du public. Ça aussi c'est important. Elle passe par ça, quoi. D'accord. Si tu construis pas un public et tu dis je vais aller jouer à tel endroit, qui va venir te voir? Les clients du lieu. Une fois que tu auras fait ça, tu n'auras pas agrégé quelque chose. Osman? Puis surtout, nous, je le vois avec nous, c'est beaucoup d'associations aussi aujourd'hui qui louent des salles, justement, comme on disait tout à l'heure, qui sont eux beaucoup plus proches d'artistes amateurs. Et nous, ça a été beaucoup le cas pour accéder justement à des salles comme la Flèche d'Or ou des petites salles comme on disait, pas encore le Bateau Phare mais bientôt du coup. Mais c'est aussi une chose aujourd'hui qui se fait de plus en plus, je trouve, des petites assos comme ça qui prennent plein de petits groupes amateurs et qui les font jouer dans des salles superbes. Eh bien, on reviendra sur le développement du réseau et du labourage de la fanbase juste après cette petite pause musicale. Nous allons écouter Chine Laroche avec son titre Breakout. C'était la jeune productrice Chine Laroche, 21 ans, Breakout, sur Radio Campus Paris. L'atelier radiophonique de Cédric, un dimanche par mois, sur Radio Campus Paris. Vous êtes toujours sur Radio Campus Paris, dans l'atelier radiophonique de Cédric. Nous parlons des salles parisiennes et des autres aussi, avec Julie Ardouin du Bateau Phare, Julien Labrousse du Trianon et de l'Élysée-Montmartre et 3 petits points, Lionel Chassin, conseiller artistique indépendant. Alors avant la petite pause, nous étions sur un mot qui n'était pas très esthétique, donc on va en trouver un autre. Nous étions sur la recherche d'un public pour un groupe, parce que finalement on va faire bon sens dans sa dernière partie, que ce soit le Bateau Phare 300 personnes, l'Élysée-Montmartre 1800, le Trianon 1500 ou les autres salles SMAC et autres, le MB Sanois d'ailleurs, je sais pas combien de places. Moi comme ça je dirais
350 max. D'accord, ce qui est déjà pas mal. Donc c'est bien, mais faut-il les remplir? Donc après, ça peut même d'ailleurs commencer par un café-concert à 100, 150 places. Donc toi, Lionel, on était là-dessus. Tu parlais de l'exemple Last Train qui est un bon exemple, mais donc c'est se taper un peu toutes les dates. Mais alors toujours la question se pose de combien de dates? Combien de dates? Eh oui, parce qu'en fait, il paraît que quand on joue trop, on se grille. Alors, jusqu'à quel point alors à Paris peut-être, tu me diras. Oui, à Paris, oui, Paris, évidemment. Ouais. Si tu fais un jour le bateau phare, le China, l'international et le réservoir, le China, le Supersonic 3 jours après. Tu fais chier les pros toutes les 5 minutes avec ton invitation. Mais en plus, les pros viennent pas. Oui, ils viennent pas en plus. Mais bon. De toute façon, du coup, en fait, une fois que tu as fait tout ça, tu as fait le circuit. Enfin, je pense que pour les groupes d'Île-de-France, c'est un vrai souci. Ouais, c'est ça. Il y a un maillage extraordinaire. En même temps, tu peux pas jouer, tu peux pas éplucher toutes les salles. Il y a l'itinérance entre les dispositifs qui existent en Île-de-France, etc. Mais tu peux pas tout. À un moment donné, tu peux pas un jour jouer, par exemple, au Bus Palladium, et 3 semaines après jouer au Supersonic. Enfin, tout à coup. Sauf si ça monte, quoi. Sauf si ça monte, voilà. L'international, le bateau phare. Donc on est condamné au. Du coup, là, c'est logique et tu fais ça. Mais c'est un vrai projet artistique. On est condamné au succès à Paris, en fait. Donc quelque part c'est ça, hein. Toi tu disais Julie, donc dans tes entre guillemets concurrents, mais bon vous êtes tous complémentaires, donc on a le Point Éphémère, le Trabendo, quelque part dans le clubbing le Badaboom, le Petit Bain, la Boule Noire, ça c'est un peu les salles qu'on pourrait faire dans un même maillage, je dirais. Ouais, c'est ça. Donc voilà, est-ce que toi quelle est ta programmation là justement, les dates, tu prévois combien de temps en avance pour une programmation? Alors, les concerts, généralement, on les rentre dans la grille, on va dire 3-4 mois avant. D'accord. Après, il y a des exceptions, mais on va dire, grosso modo, on est sur cette temporalité-là. Et tu peux nous dire, un artiste, combien de temps avant l'idéal pour annoncer son événement? Parce que je sais que tu fais de la com autour des événements aussi, puisque tu les produis, la plupart des dates. Oui, c'est nos équipes. Bien sûr. On est une dizaine de personnes au bureau. Du coup, en fait, le truc, c'est que quand on confirme une date, nous, la règle sur les concerts, je sais pas si c'est pareil dans les autres salles, mais en tout cas, c'est ce qu'on fait nous. À partir du moment où la date est confirmée, on la met en vente tout de suite. D'accord. Après, on déroule le plan de com plus rapidement possible. D'accord. Voilà, mais évidemment que tant que c'est je pense qu'il s'agit pas de se réserver pour une temporalité meilleure. Le plus tôt et le mieux, je pense. Julien Labrousse, au Trianon et à l'Élysée-Montmartre, vous avez pas la même temporalité? Si, on a à peu près la même. Ça peut monter jusqu'à 6 mois. Et effectivement, on met en vente tout de suite. Et après, si ça flotte, les artistes qui vendent tout en 30 oui, bien minutes, sûr, mais à part cela. Voilà, à part cela, l'idée c'est des actions qu'on additionne récurrentes pour essayer de passer des seuils de vente. Dans l'idéal avec une promo, donc une maison de disques derrière et autres. Idéalement non, parce que ça coûte de l'argent. Oui, donc en fait tous les moyens les moins chers d'abord, et à la fin, sur des gens qui vont prendre 3-4 dates, et ils sont presque, ils peuvent aller faire une campagne d'affichage s'il faut, parce qu'à un moment donné c'est mieux que de faire un flop, quoi. Lionel, au niveau du délai, toi donc tu disais on peut jouer toutes les semaines sans forcément l'annoncer, c'est ça en fait, hein, c'est-à-dire que... Oui, je pense qu'il y a Paris est un lieu d'exposition pour l'ensemble des groupes parisiens ou de province, et donc du coup il ne faut pas entre guillemets se griller et se faire 3 salles en 3 mois. C'est ça. Parce que de toute façon, on disait tout à l'heure qu'il y a déjà, entre guillemets, beaucoup moins de gens entre ce qui est prévu sur les réseaux sociaux qui assistent en ton événement et qui sont réellement là et qui vont acheter leur billet. Alors si en plus tu en fais 3 dates, c'est-à-dire que tu vas faire le plein sur la première, deuxième tu en auras un peu moins et sur la troisième tu en auras encore moins. Nous on l'a déconseillé aussi par rapport aux salles, aux programmateurs de salles qui apparemment n'aiment pas vraiment c'est un peu mal vu a priori de faire plusieurs dates de forme. Tu te réserves pour ta date, ça c'est une logique économique toute bête, c'est que si tu as un potentiel sur Paris qui est de 300 personnes, si tu fais une date 15 jours avant, tu l'amputes. C'est bien sûr. Ça, donc en fait il faut quand même avoir une stratégie pour jouer. On ne joue, ça c'est fini, l'artiste qui joue pour jouer, etc. Il faut un planning, il faut gérer ses dates, quoi. On peut pas se lancer comme ça. Mais de toute façon, je suis pas sûre qu'il y ait eu un moment où c'était pas le cas. Il y a peut-être une légende urbaine sur le. Non, mais je pense que c'est comme tout, c'est-à-dire que du coup, si justement on aborde les choses de façon professionnelle, on essaye d'optimiser au maximum l'initiative. Donc voilà, effectivement, c'est mieux. Si on a une grosse date prévue à Paris, il vaut mieux se réserver pour être sûr d'optimiser le remplissage de la salle. Enfin, comme tu disais, c'est du bon sens. Oui, c'est ça en fait, c'est du bon sens. Mais justement, Haussmann, donc de forme.
toi tu seras en concert avec ton groupe au bateau phare chez Julie, l'exception parisienne, donc le 31 mars. Tout à fait. Donc en coplateau avec Chine Laroche, que nous avons écouté d'ailleurs tout à l'heure. Ça, les coplateaux, c'est une alternative intéressante aussi pour les jeunes artistes. Ça permet de coupler un peu les fanbases, comme on dit. Déjà, oui, ça permet de proposer un plateau et de coupler les fanbases, évidemment. Ouais. Et puis ça permet aussi, quand c'est en Coréa, de pas être, la salle de pas être le seul producteur de la date, d'être aussi porté, par exemple, comme tu apportes le projet là. Il n'y a pas de secret. Bien sûr. Non, il n'y a pas de secret. Nous t'avons démarché. Voilà. Non, d'ailleurs, nous nous sommes rencontrés et puis au départ, on a mis du temps avant de. Bien sûr, non, tout à fait. C'est notre première date d'ailleurs ensemble. Bien sûr. Du coup, c'est super. Et puis, du coup, derrière, il y a aussi l'accompagnement que tu proposes, toi, tout à fait. Et qui fait que on n'est pas seul à communiquer ou à produire. Enfin, d'ailleurs, on va s'y mettre pour la com. On va être dans les temps. Donc, c'est intéressant. Et puis, juste pour les coplateaux, je trouve ça intéressant parce que dans la mesure, ça fait aussi des échanges. C'est-à-dire que si vous trouvez, par exemple, si vous êtes un groupe de province et que vous voulez jouer à Paris, c'est plutôt intéressant de prendre contact avec des groupes qui sont un peu dans une esthétique complémentaire. Il faut éviter les esthétiques qui sont trop proches. Et donc, du coup, ça vous permet après, si vous jouez à Paris avec un groupe parisien, d'aller jouer en province avec le groupe provincial. Donc du coup, ça vous permet de créer un réseau comme ça et de pouvoir avoir un plan stratégique, parce que on parlait tout à l'heure, mais c'est important sur les outils. C'est développer le live, développer le projet de manière générale à travers le live et bien sûr le CD ou pas le CD d'ailleurs, ou le numérique. Mais en tout cas, il faut qu'il y ait une stratégie globale. Et après, comment tu construis ton public à travers ça? C'est un outil, le live. Comme le numérique ou le CD est un outil au développement du projet. D'accord, eh bien je pense qu'on aura tous compris que le live est un outil qu'il faut savoir manier avec précision. Eh bien merci à tous pour votre participation à l'émission d'aujourd'hui sur Radio Campus Paris, notamment à nos 3 invités, Julie Ardouin du Bateau Phare, Julien Labrousse, donc l'Élysée Montmartre, le Trianon et peut-être un autre lieu bientôt. Et puis donc pour finir, Lionel Chassin, directeur artistique freelance, et puis the last but not the least, Haussmann de Forme. Salut à tous, merci également à Christophe Dacunal, directeur d'antenne et réalisateur de cette émission, à toute l'équipe de Radio Campus, à Philippe Tricot du Studio Bleu, et bien sûr si vous souhaitez en savoir plus sur l'atelier de Cédric, www.l'atelierdecédric.com. D'ici là, bonne fin de week-end et rendez-vous le mois prochain pour de nouvelles aventures. Bye bye.